Bonsoir. Donc, ensemble, nous allons parler d'un sujet un peu, on va dire un peu mythique, la manipulation. Bon, donc vous l'avez compris, je suis détective privé, effectivement d'un type un peu particulier, puisque je suis détective privé spécialisé, c'est-à-dire que je ne fais pas d'adultère. Je m'occupe spécifiquement de ce dossier-là, quasiment quotidiennement, et je ne travaille pas tout seul, je travaille avec une psychologue qui est experte auprès de la justice et qui m'aide à maîtriser ce phénomène, puisque je l'affronte un peu sur le terrain. Donc, il faut que je le connaisse parfaitement, à la fois pour m'en protéger, mais aussi pour pouvoir le repérer sur le terrain, recueillir des éléments de preuve et éventuellement les transmettre à la justice. Bon, quand on pense à la manipulation, on pense à une somme de mots. Moi, je voudrais qu'ensemble, on fasse le focus sur 5 mots en particulier aujourd'hui. Donc, bien sûr, le terme de manipulation, mais aussi celui de cognition, celui d'intuition, de responsabilité et de liberté. La cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui nous permettent d'acquérir des informations, de la stocker, de la traiter, de l'analyser, pour en faire des connaissances et ensuite interagir avec notre monde. Donc en fait, c'est par exemple la perception, la mémoire, le langage, l'analyse, le raisonnement, la prise de décision. La manipulation, en fait, c'est un détournement de cette cognition, c'est-à-dire que la manipulation va exploiter ces processus mentaux que je vous ai cités, pour orienter nos pensées, nos décisions, nos comportements, systématiquement à notre insu. Alors, la manipulation repose sur 3 notions. On l'a vu dans le nuage de mots-clés. Donc, les notions d'intuition, de liberté et de responsabilité. Pourquoi ces 3 mots? Parce qu'en fait, ils sont reliés à 3 blocs cognitifs sur lesquels va se reposer un manipulateur. Donc, les biais cognitifs, que vous connaissez peut-être un petit peu, la soumission librement consentie, qui est un petit peu moins connue, et la soumission à l'autorité, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est assez impressionnante. Alors, les biais cognitifs, c'est ça. Bon, c'est très fourni. Là, vous en avez environ 200. C'est-à-dire que c'est ce qu'a dégagé la psychocognitive au cours de ces dernières décennies. Les biais cognitifs, il faut voir ça comme des modes de raisonnement intuitifs, des sortes de réflexes cognitifs, en fait, que le cerveau va privilégier face à 4 situations que vous avez représentées par ces 4 couleurs, c'est-à-dire la nécessité de faire face à un trop-plein d'informations, la nécessité d'agir vite, la nécessité de donner du sens à une situation ou bien de retenir l'essentiel. En fait, dans notre cerveau, grosso modo, il y a 2 systèmes de pensée. Un système 1 intuitif, où vous retrouvez tous les biais cognitifs, et un système 2 qui est, lui, plus analytique, mais qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus coûteux en énergie, et que le cerveau ne va pas privilégier spontanément. C'est ce qui va passer au tamis, nos intuitions, mais si on prend la peine de le faire. En fait, nos biais cognitifs, ils ont été très utiles dans l'évolution. Ils font ce qu'on est aujourd'hui. Ils nous ont permis de nous sortir de situations d'urgence, mais parfois, ils nous emmènent vers des erreurs de raisonnement si on n'utilise pas le système 2. Et donc, en gros, ils nous automanipulent déjà spontanément. Donc, un manipulateur va déjà se reposer sur nos biais cognitifs pour orienter un petit peu notre façon de penser et obtenir un petit peu ce qu'il veut. Je vais vous donner un exemple. Un biais cognitif qui est très connu, c'est le biais de corrélation illusoire, c'est-à-dire de faire un lien entre 2 événements qui n'ont rien à voir. Par exemple, vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Spontanément, le cerveau va vouloir donner du sens et va se dire qu'il vous appelle parce que vous avez pensé à lui. Donc en gros, vous allez y trouver un sens, par exemple la transmission de pensée. Bon, c'est une intuition. Si vous y réfléchissez, si vous passez cette intuition par le système 2, ben vous allez vous dire combien de fois j'ai pensé à cette personne sans qu'elle m'appelle derrière, sans doute des dizaines de fois, et combien de fois elle m'a appelé sans que j'ai pensé à elle avant, sans doute des dizaines de fois aussi, puis on l'a oublié. Et statistiquement, il y a de grandes chances que de votre vie, ben un jour, ces 2 événements se produisent en même temps. C'est pas pour ça qu'ils ont un lien, en fait. C'est juste des statistiques. Donc quand on utilise le système 2, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation, en fait. On peut en donner une, mais c'est une intuition, c'est une pensée magique. Ça nous manipule. La deuxième marche sur laquelle va s'appuyer un manipulateur, c'est encore très fourni, je m'excuse, c'est la soumission librement consentie. En gros, c'est faire faire à quelqu'un ce qu'on souhaite lui faire faire en lui laissant entendre qu'il le fait totalement librement. Donc là, clairement, on utilise des techniques de manipulation, de soumission librement consentie, qui ont été dégagées par la psychosociale sur plusieurs décennies également. Je vais vous en citer une pour comprendre le phénomène. Avant tout, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. La soumission librement consentie, en fait, s'appuie sur un phénomène cognitif qui s'appelle
l'engagement. C'est-à-dire que les êtres humains, on est très attachés à nos décisions et on a beaucoup de difficultés à les remettre en cause. Intuitivement, on pense que nos décisions sont bonnes, d'abord. Si on ne les passe pas, encore une fois, au tamis du système 2 pour vérifier si notre intuition est bonne, on va avoir tendance à excuser notre décision, même si on sent qu'elle est un peu foireuse, passez-moi l'expression, et voire en prendre une deuxième qui va dans le même sens, ou une troisième. Et dans ce cas-là, entrer dans un processus d'engagement, voire d'escalade d'engagement. Et bien, l'insoumission librement consentie, elle va mettre en place un certain nombre de techniques qui va vous enfermer là-dedans. Je vais vous citer un exemple d'une technique qui est assez connue, qui s'appelle le pied dans la porte, et qui consiste tout simplement à placer une demande peu coûteuse avant une demande coûteuse, la vraie demande en fait, ce qu'on souhaite. Dans l'expérience qu'a dégagé cette technique de manipulation, on avait deux groupes. Et à un groupe, on a demandé directement de l'argent. On a obtenu 20% de réussite. Et au deuxième groupe, on a demandé l'heure avant de demander de l'argent. L'heure, pas de problème, on a obtenu ce qu'on voulait. Et l'argent, on a augmenté nos chances à 60, voire 70%. Le simple fait de demander de l'argent, en fait, vous engagez la personne. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'engagement. C'est-à-dire que la personne s'engage à vous rendre service. Elle va avoir des difficultés, dans un deuxième temps, à ne plus le faire. C'est compliqué pour le cerveau de revenir sur la première décision. Le simple fait de demander une demande peu coûteuse, c'est une technique de manipulation parmi des dizaines. Et la personne ne se rend compte de rien. Vous avez juste demandé l'heure, hein. Mais vous aviez déjà en tête de demander de l'argent. OK ? Bon, troisième marche, celle-ci, elle est un petit peu plus impressionnante, c'est la soumission à l'autorité. On la rencontre évidemment pas systématiquement, mais moi, dans le cadre sectaire, un peu plus, avec la figure du gourou notamment. C'est un phénomène qui a été dégagé par un psychologue social américain qui s'appelle Stanley Milgram et qui a, à travers une expérience qui porte son nom, l'expérience de Milgram, voulu mesurer le degré d'obéissance d'un individu face à un ordre issu d'une autorité légitime. Hein. Il faut que l'autorité soit légitime pour que l'effet marche. Une autorité qu'il considère légitime, mais qui va lui donner un ordre qui va en totale inadéquation avec ses valeurs. Là, en l'occurrence, vous voyez, il y a 3 personnes dans l'expérience. 2 personnes sont des acteurs. La personne à gauche, l'élève, est un acteur. En haut, l'expérimentateur, c'est un acteur. Le seul sujet, c'est celui du bas, et il est volontaire, hein, et il pense participer à une expérience sur la mémoire. Il ne connaît pas les tenants et aboutissants. Il arrive, il y a un tirage au sort qui est opéré entre l'acteur, la personne de gauche, et lui, qui est fictif. L'acteur sera systématiquement l'élève qui va répondre aux questions, et le sujet sera systématiquement celui qui va poser les questions. Et ensuite, l'expérimentateur présente l'expérience. L'élève qui doit répondre aux questions s'assoit sur une chaise électrique qui fonctionne, parce que le sujet l'essaye, il prend un petit choc de 45 volts, il n'y a pas de doute, ça marche. Pour lui, ça marche. Ensuite, l'élève est dans une pièce fermée, le sujet ne le voit plus. Et le rôle du sujet, c'est de poser 30 questions, et à chaque fois que l'élève se trompe, il recevra un choc électrique que le sujet va lui administrer, de 15 volts au début, et qui augmente à chaque fois de 15 volts jusqu'à 450 volts, la dernière question. À chaque fois qu'il se trompe, il a le choc électrique qui correspond à la question. Au-dessous, sur la machine, le sujet voit cette figure-là, et au-dessous de chaque voltage est indiquée la puissance du choc. On commence du choc léger, on termine par un choc extrêmement dangereux, voire potentiellement mortel, avec la représentation des 3 croix. Évidemment, il n'y a pas de choc électrique pendant l'expérience. Et l'acteur, il va même quitter la chaise électrique à un moment donné, et c'est une bande-son qui tourne. Il va en fait exprimer ce qu'il ressent, mais pour que chaque sujet soit dans les mêmes conditions. Durant l'expérience, l'élève va se plaindre qu'il a mal, qu'il est cardiaque, qu'il veut arrêter parce que c'est pas cool, et qu'il ne répondra plus. Il refuse de continuer. De l'autre côté, l'expérimentateur, lui, pour que le sujet continue, parce que vous doutez bien que le sujet, à un moment donné, il va être un petit peu mal à l'aise, l'expérimentateur a 4 phrases à sa disposition pour l'inciter à continuer, mais pas des menaces. Des phrases pour l'inciter à continuer, notamment une phrase qui va lui rappeler qu'il s'est engagé à aller au bout de l'expérience, et une autre phrase qui va lui expliquer qu'il prendra toute la responsabilité de l'expérience à sa charge. À l'époque, on ne sait pas combien de personnes vont aller au bout de l'expérience. C'est nouveau, Milgram met ça en place pour mesurer cet effet-là.
La plupart des psychologues disent, allez, 1-2%. Les gens sont quand même pas fous. Leur valeur, c'est quand même pas d'aller envoyer des chocs électriques à une personne qui vient participer à une expérience comme eux. Hein. Ils pensent que c'est involontaire comme eux. C'est un tirage au sort au début, hein, fictif, mais lui, il ne le sait pas. Et donc, ils se disent, bon, voilà, ça sera vraiment très peu de personnes qui vont aller au bout. La plupart des personnes vont partir, d'autant plus qu'ils n'ont pas le fusil sous la tempe, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'argent à gagner. Ils participent juste à une expérience scientifique. Il s'avère que près de 65% des personnes vont au bout de l'expérience et donc administrent un choc de 450 volts à une personne qui crie, qui dit qu'elle est cardiaque et qui à un moment donné parle plus. Et 100% des gens vont jusqu'à administrer un choc de 300 volts. 100%, tous. Bon, les résultats sont massifs, impressionnants à l'époque, il a fallu les expliquer. On l'explique aujourd'hui par 4 raisons. La première, c'est que déjà l'autorité, il faut qu'elle soit légitime. Si elle n'est pas légitime, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas. La deuxième, on met les gens dans une bulle. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ça va vite. La troisième, rappelez-vous ce que je vous ai dit avec l'engagement. On leur a rappelé qu'ils se sont engagés à aller jusqu'au bout de l'expérience. Ils ont pris la décision d'aller jusqu'au bout. Et la quatrième raison, c'est la plus puissante, c'est la fameuse responsabilité. On leur a dit à un moment donné, ne vous inquiétez pas, on prend toute la responsabilité de l'expérience à notre charge. Donc il y a un phénomène de dilution, voire de délégation totale de la responsabilité du sujet vers l'autorité. L'État appelle ça, Milgram appelle ça la mise en état agentique, en fait. Le sujet devient l'agent de l'autorité, un agent exécutant. Il ne réfléchit plus à cet instant-là. Bon, vous voyez les implications, hein. Mais le cadre est quand même pas systématique, on ne le rencontre pas toujours, mais moi, dans le cadre des dérives sectaires, je peux rencontrer ces cas de figure de temps en temps. Alors, au-delà, donc, on a vu, au-delà de ces 3 cas, c'est-à-dire notre tendance à l'automanipulation par le phénomène des biais cognitifs, notre surestimation de notre libre arbitre et notre tendance à déléguer notre responsabilité à une autorité légitime, y compris pour des ordres qui vont à l'encontre de nos valeurs, mais il y a des facteurs externes qui vont jouer aussi, que vous retrouvez ici, comme par exemple la présence d'un groupe. On connaît la puissance du conformisme au groupe en psychosocial, et également la privation de nourriture, la privation de sommeil et l'administration de drogue, qui sont des facteurs physiques qui vont abaisser nos défenses cognitives et donc nous rendre plus malléables à la manipulation. Au final, je représente la manipulation de cette manière-là. Là, la figure que vous avez, c'est un ruban de Moebius, que vous connaissez peut-être, qui est une figure assez connue, qui est une figure infinie en fait, mais qui s'obtient très facilement à partir d'un simple ruban, auquel on va appliquer une torsion de 180 degrés, dont on relie ensuite les deux bouts, et on obtient une figure avec un seul bord et une seule face. À l'intérieur, j'ai mis mes 3 marches que je vous ai citées, les biais cognitifs et les deux types de soumission, et puis les facteurs externes en bas. Je trouve qu'il y a une figure qui représente bien la situation. Pour conclure, est-ce qu'on peut se protéger de la manipulation? Alors, a priori, oui, puisque vous avez vu que en fait, les éléments de faiblesse, ils étaient en nous. Les éléments pour y résister, ils sont aussi en nous. Mais pour ce faire, il va falloir travailler sur 2 critères, que sont l'esprit critique, c'est-à-dire apprendre un maximum de données, un petit peu, évidemment, ce qu'on vient de faire là, mais de l'approfondir, la psychosociale, la psychocognitive, tout ça, ça nous permet d'avoir des connaissances sur la manière dont les choses fonctionnent à ce niveau-là. Et puis, la métacognition, en fait, c'est la cognition de la cognition, c'est-à-dire prendre conscience de la manière dont fonctionnent nos propres processus mentaux, pour prendre de recul, vérifier pourquoi on prend ces décisions, pourquoi on pense ça. Rappelez-vous, le coup du « je pense à quelqu'un, il m'appelle ». Je pense que vous vous en rappelez de ça maintenant, par la suite, vous vous en rappellerez chez vous. Le fait, en fait, c'est ce que je vous mets donc à la fin. Cette solution, du coup, elle va être progressive et elle va passer par 3 étapes qui vont être déjà de conscientiser les phénomènes qu'on a vus, c'est-à-dire qu'en psychocognitive et sociale, on ne parle pas d'inconscient. Scientifiquement, ça n'existe pas vraiment l'inconscient. En psychocognitive et sociale, ce dont on parle, c'est le non-conscient. Les biais cognitifs, ce n'est pas magique en fait. Si on prend du recul, on peut s'en rendre compte et on peut les éviter, par exemple. Les autres phénomènes également. On peut se rendre compte qu'à un moment donné, il y a eu une technique de manipulation. Vous vous rappellerez maintenant quand quelqu'un vous demandera l'heure avant de vous demander de l'argent. Donc conscientiser ces phénomènes-là,
S'interroger sur l'effectivité même de notre libre arbitre. Encore une fois, hein, le coût de l'heure avant de demander l'argent. Est-ce qu'on est vraiment libre à ce moment-là? Et puis à la fin, tenter de couper le ruban de Mobius, c'est-à-dire le couper à un instant ou à un autre, enfin, à un endroit ou à un autre, pour le retransformer en une figure finie de laquelle on pourra espérer sortir. Voilà, c'est pas plus magique que ça. J'espère que j'ai été suffisamment clair et je vous remercie.